Bonjour à tous. Merci pour l'invitation. Alors, d'abord, on va essayer de parler de manière simple, parce que bien sûr, l'oncologie n'est pas toujours drôle, ni pour les patients, ni pour les médecins. Je voulais d'abord quand même commencer par une note positive, ou une introduction simple, pour dire qu'il y a eu énormément de progrès en oncologie. Les progrès en oncologie sont basés bien sûr sur les nouveaux traitements, basés sur la connaissance, mais également aussi sur tous les nouveaux traitements qui entourent en fait nos traitements, donc d'autres, tels que la gestion des nausées, tout simplement, pour commencer. Mais ça reste quand même une maladie difficile à traiter. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est une partie de nous-mêmes en fait, qui échappe au système. Et donc, on devra équilibrer un traitement entre moi et le non-moi, qui reste moi. Là-dessus, je vais aller sur la partie un peu plus officielle, en essayant d'être clair. Disclosure, none. Donc, je vais essayer de parler de quelques traitements qui vont concerner le cancer du rectum. Donc, on a discuté tout à l'heure longuement, tant par les chirurgiens que par le radiothérapeute, concernant l'essai de la préservation d'organes. Des traitements néoadjuvants qui sont aussi intéressants dans certaines catégories de patients qui présentent en fait des cancers dits génétiquement prédisposés, avec 2 études, la 1 et la 2. Et puis d'autres études telles que la Foxtrot, qui sont plutôt des études pour essayer de nous aider à mieux définir un traitement. Est-ce qu'il marche, est-ce qu'il ne marche pas? Est-ce que c'est le bon traitement? Comment est-ce qu'on continue la recherche là-dessus? Et ensuite, quand on parle de toxicité liée au traitement adjuvant, donc après chirurgie, est-ce qu'il faut les donner toujours 1 année? Ça, bien sûr, non, c'est fini depuis longtemps. 6 mois, qui était le standard jusqu'à il y a peu, ou est-ce qu'on peut le réduire à 3 mois et à qui? Enfin, il y avait quelques remarques faites par l'ASCO, en fait, qui est l'Association des oncologues américains, qui a été publiée en octobre 2022, que je trouvais qui posait quelques questions intéressantes dans le cadre de la prise en charge des cancers du côlon métastatiques. Donc, dans le rectum dit localisé à haut risque, ça veut dire c'est soit j'ai beaucoup de ganglions, soit j'ai une grosse tumeur localisée. Est-ce que, plutôt que de faire le traitement standard qui était pour diminuer le risque de récidive locale, on faisait une radiochimiothérapie, ensuite on attendait, on m'opérait, et ensuite une chimiothérapie adjuvante selon les critères de la tumeur, ou bien est-ce qu'on pourrait avancer la chimiothérapie, qui est la même en fait, donc elle n'est pas plus toxique, et puis voir si on a un impact tant sur la survie peut-être, sur la réponse complète ou bien sur le taux de récidive. Et en fait, il y a eu 2 études qui ont été présentées donc, par mon confrère. C'est une étude phase 3 randomisée, multicentrique au niveau européen, publiée l'année dernière, en janvier 2021, qui en fait montrait un schéma court de radiothérapie, qui est un standard dans les pays du Nord, 5 jours. Dans les 15 jours qui suivent, en moyenne, on fait une chimiothérapie classique à base de 2 types de traitements. On n'attend pas très longtemps et on opère. Ou bien le traitement standard, qui était une radiothérapie qui dure de plus de 5 semaines. On attend entre 8 et 10 semaines pour espérer la meilleure réponse. On opère. Et ensuite, on enchaîne avec la chimiothérapie standard pour une durée de 6 mois. Et en fait, l'étude disait quel était mon taux d'échec à 3 ans de la maladie. Et on voit qu'on a une amélioration, en fait, on a une diminution de ce risque de 7% en absolu. Ceci a par ailleurs permis d'obtenir une rémission complète de l'ordre de 28% des patients, ce qui est un facteur pronostic à long terme et en plus nous permettrait peut-être d'augmenter la préservation d'organes. La deuxième étude est une étude française multicentrique, également une phase 3, qui a été sur tous les territoires français, et là, ils n'ont pas considéré les ganglions. C'était tous des patients non métastatiques avec des tumeurs dites localement avancées, des T3 ou des T4. Ils ont regardé également le même facteur, c'est-à-dire quel était mon taux en fait de réussite à 3 ans et être libre de toute maladie. Et on fait une chimiothérapie un peu plus lourde, parce qu'on a l'habitude en adjuvant dans un cancer du côlon ou du rectum de faire un traitement avec de 2 médicaments, les triplets. Et là, ils ont mis un doublet, pardon. Et là, ils ont mis un triplet pour une durée de 3 mois. Ensuite, ils ont fait le traitement standard, radiothérapie pendant 5 semaines. On attend, on opère et on complète le traitement par 3 mois supplémentaires, puisque le standard au moment où l'étude a été élaborée, c'était 6 mois de chimiothérapie adjuvante pour tous les patients qui avaient besoin d'une chimiothérapie. Versus le traitement standard, qui est le même que celui que j'ai présenté dans l'étude Rapido. Donc,
la radiothérapie, on attend chirurgie pour espérer la meilleure réponse liée à la radio et chimiothérapie, et ensuite la chimiothérapie de 6 mois. Et ce qu'ils ont observé, c'est qu'on a pu obtenir sur la pièce opératoire une nette augmentation du nombre de patients qui étaient passés de ganglions positifs à ganglions négatifs, avec une augmentation de 15% en absolu, et surtout le taux de rémission complète était plus que doublé, puisqu'on passait de 12% selon eux à 27,8%. Le follow-up à 3 ans était toujours très intéressant, avec un gain donc de 7%, et on attend bien sûr la suite. Mais pour le moment, c'est devenu un standard sur le territoire français. Ensuite, la grande révolution, ça a été aussi au niveau de l'immunothérapie. Immunothérapie, en fait, le concept de l'immunothérapie, ce qui est très intéressant, c'est que dans tous les traitements, on vise la tumeur elle-même, que ce soit de la chirurgie, que ce soit de la radiothérapie, que ce soit de la chimiothérapie. Le concept de l'immunothérapie, c'est plutôt éveiller notre système immunitaire, et c'est notre système immunitaire qui va attaquer la tumeur. Donc, il y a eu dans les maladies dites MSI high, ou les maladies qui sont liées au syndrome de Lynch. C'est quoi? Ce sont des maladies qui, en raison d'un déficit de réparation de l'ADN, ont beaucoup de mutations. Et donc, si j'ai beaucoup de mutations, j'aurai des protéines qui ne seront pas très jolies, et peut-être que mon système immunitaire ira les reconnaître plus vite pour pouvoir les attaquer. Donc, ils ont fait le premier concept, c'était que de l'ordre de 10 à 15% des cancers du côlon rectal, ont un déficit en fait dans ces enzymes de réparation de l'ADN, et qu'un tiers d'entre eux appartiendraient au syndrome de Lynch. On sait que ce sont des maladies, lorsqu'elles ont des stades dits 3, ça veut dire avec des ganglions positifs, on a un taux de récidive qui n'est pas négligeable, de l'ordre de 30%. Par ailleurs, ces maladies à haut risque ont une moins bonne survie que les maladies à haut risque avec des microsatellites stables. Quand on donne une chimiothérapie à ces patients, on obtient un très faible taux de rémission complète, 5%, pour comparer. Donc, ils se sont posé la question en disant, on va combiner 2 types d'immunothérapie avec 2 cibles différentes. Et nous savons que cette combinaison est très efficace dans les cancers dits métastatiques. Ils ont pris d'abord de l'ordre de 40 patients, ceci a été publié en 2020. Ils ont donné que 2 cycles d'immunothérapie. Donc d'abord la double, ipi-nivo, et 3 semaines plus tard, un seul cycle de nivolumab. 6 semaines donc de traitement. Ils voulaient évaluer la faisabilité et l'efficacité, tant chez des patients qui étaient porteurs d'un problème de réparation de l'ADN que chez d'autres patients considérés non porteurs d'un problème de réparation de l'ADN en néoadjuvant. Et d'abord, ils ont vu que c'était une excellente tolérance et que tous avaient réussi à être opérés. Les résultats sont assez impressionnants puisque sur les 35 patients à la fin qui ont été sélectionnés, chez les gens qui étaient déficitaires en réparation, en ces enzymes de réparation, avaient 100% de réponse pathologique, dont, on va dire, 19 sur 20, ça va être plus facile à dire, moins de 10% de cellules viables retrouvées sur la tumeur, avec 12 sur 19 patients en rémission complète. Ceci n'était pas retrouvé chez les patients avec des microsatellites dits stables, puisque la rémission complète ou majeure n'était que de 3 patients sur 15. Là-dessus, ils ont enchaîné avec la niche 2, également présentée en septembre 2022 à l'ESMO, et exactement le même schéma. Donc une double immunothérapie, suivie de 2 semaines plus tard d'une deuxième immunothérapie, et on opère, tout le traitement prenant 6 semaines. Ils voulaient de nouveau voir est-ce que c'était safe, faisable, quel était mon taux d'être libre de tout cancer à 3 ans, et puis quel est le taux de rémission complète ou importante. Et cette fois-ci, ils ont 120 patients pour lesquels ils ont réussi à analyser le matériel sur 107 patients. La majorité étaient des côlons droits, typiques en fait pour les gens qui sont porteurs de ce type de microsatellites instables, et la majorité étaient des femmes. La plupart étaient considérés soit des stade 3 à haut risque, soit des stades 3 à low risque. Juste pour une petite précision, souvent en radiologie, dans ce type de contexte biologique, nous avons une surélévation du nombre de ganglions visibles au scanner. Et les résultats, 100% des patients, on a pu les opérer en ne laissant aucune tumeur. Le temps moyen pour la chirurgie était de l'ordre de 5,4 semaines.
Et ce que nous voyons, c'est que les patients étaient en rémission complète s'ils étaient porteurs du syndrome de Lynch, donc porteurs du syndrome génétique de 78%, ce qui est énorme. Et dans les cas sporadiques, la réponse est moindre, mais quand même relativement importante pour un traitement de 6 semaines, puisque c'était 58%. Donc les conclusions de cette étude, c'est de dire, après 6 semaines d'un traitement néoadjuvant, nous arrivons à obtenir des rémissions majeures de l'ordre de 95% chez tout patient porteur en fait, de ces déficits de ces protéines, dont 67% en moyenne pour une réponse complète, avec un taux de toxicité relevant, du point de vue médical, du point de vue du médecin, seulement de 4%. Est-ce que ça va devenir un nouveau standard? C'est la grande question, mais je pense que ça va être très probablement. Dans les cancers, par ailleurs, localisés, comment est-ce que nous pourrions faire avancer en fait, notre réflexion pour tout patient qui n'est pas porteur en fait, de ce genre de troubles de réparation de l'ADN? Le standard, comme je le répète, c'est faire un traitement pour les cancers du côlon, cette fois-ci je parle, pas du cancer du rectum, où idéalement je les opère et puis après on continue avec une chimio. Mais est-ce qu'on pourrait tirer quelques informations supplémentaires si je proposais la même chimio un petit peu avant la chirurgie et ensuite je compléterais par la chirurgie? Et là-dessus, d'abord, il a été démontré, après ces sujets de débat bien entendu, qu'on pouvait diminuer la taille des lésions, que les gens qui répondaient bien avaient également un meilleur pronostic, bien que la réponse complète soit relativement faible. Surtout, ce qui peut être intéressant, c'est de mieux comprendre les résistances à des traitements standards, parce que sur le concept, quand j'opère, je donne à l'aveugle, en fait, une chimiothérapie adjuvante de 3 à 6 mois. Est-ce qu'il y avait des facteurs prédictifs qu'on pourrait étudier pour pouvoir dire cette tumeur, elle est résistante à cette bithérapie? Évaluer la réponse, et si chez des bons répondeurs, est-ce qu'on pourrait offrir moins de chimiothérapie après pour des futures études? On pourrait peut-être essayer des nouvelles molécules associées à ces traitements, ou bien au contraire, est-ce qu'il ne faudrait-il pas majorer les traitements et ne pas donner juste 2 chimiothérapies, mais 3 médicaments dans la chimiothérapie? Donc, ça, c'était les questions qu'on se pose par rapport au traitement néoadjuvant, que ce soit dans le rectum, que ce soit dans le côlon. Après, aujourd'hui, il y a également, surtout les traitements également adjuvants. Et en fait, la grande avancée de ces dernières années, ça a été de réduire le temps pour essayer de diminuer les toxicités liées à ces traitements. Donc, on essaye de trouver un équilibre entre le risque de récidive, diminuer au maximum les toxicités, et puis espérer un bénéfice de la chimiothérapie adjuvante. Pour information, à l'époque, dans les années 90, donc ça commence à faire quelques années, lorsqu'on surveillait seul, il y avait plus de 48% de risque de récidive à 3 ans. Actuellement, avec les études, on diminue ce risque à 27% à 3 ans. Alors, il a été clairement démontré avec un standard qu'on appelle Eloxatine et 5-FU ou Eloxatine et Xeloda, que dans certains sous-groupes de patients, surtout les petites tumeurs ou quand il n'y a pas trop de ganglions sur la pièce opératoire, Capox, donc ça veut dire Xeloda et oxaliplatine, étaient tout aussi efficaces 3 mois que Folfox 6 mois. Et je pense que ces 2 courbes, on ne peut pas être plus évocateur puisqu'elles se superposent complètement. Donc, suite à cette étude, c'est devenu un standard et ainsi on nous le montrait clairement, selon les recommandations européennes en oncologie, que pour un stade 3, on va essayer de définir un bas risque ou un haut risque. Le bas risque, c'est une tumeur qui va jusqu'à un certain nombre de centimètres avec peu de ganglions. Le haut risque, c'est soit une grosse tumeur ou bien il y avait beaucoup de ganglions. Dans le bas risque, on peut proposer plutôt que s'offrir, on peut proposer que 3 mois de traitement adjuvant et on est tout aussi efficace qu'un autre type son cousin ou son petit frère ou sa grande sœur de 6 mois. Capox, Folfox, on a clairement démontré la non-infériorité de ces 2 schémas. Par contre, dans une maladie plus à risque, 6 mois de traitement reste le standard.
Pour les stades 2, ceci étant toujours un grand sujet débattu, pour lequel ça pourrait être même l'objet d'un colloque en soi, mais l'idée, en fait, c'est de définir est-ce que je suis à faible risque, donc pas de chimiothérapie adjuvante. Le stade 2, c'est quoi? C'est que j'ai aucun ganglion retrouvé, en fait, sur la pièce opératoire, ou bien est-ce que j'ai un stade 2, mais il n'est peut-être pas aussi sympa pour le long terme. Et donc, dans ces cas-là, on va introduire plusieurs facteurs qui vont nous permettre de réfléchir, est-ce que ça vaut la peine ou pas de proposer un traitement adjuvant aux patients. De nouveau, là, différents facteurs vont nous dire est-ce qu'il faut proposer 3 mois ou 6 mois. Donc, en résumé, un cancer du côlon dit localisé, aujourd'hui pour les rectums dits à haut risque, localement avancés, probablement qu'on est en train d'avancer dans la perception de la préservation d'organes pour un rôle du traitement néoadjuvant, surtout pour les cancers du côlon à haut risque, du rectum à haut risque. On est libre de toute maladie avec des valeurs qui sont très prometteuses et on sait que ceci est un bon facteur pour pouvoir prédire de l'avenir et on peut s'y fier, que ça permettrait une préservation d'organes. Et est-ce que ceci aura un impact sur la survie globale? C'est que les années qui nous le diront. Dans les maladies dites MSI, ça veut dire microsatellite instable ou microsatellite déficitaire, soit je suis né avec ce risque, soit ceci est arrivé de manière sporadique. L'approche néoadjuvante, avec seulement 6 semaines de traitement, avec 2 immunothérapies, avec responsable d'une toxicité que de l'ordre de 4%, chez qui, je vous rappelle, malgré ces toxicités, 100% des patients ont pu être opérés. Est-ce qu'il faudra tous les opérer après? C'est la grande question, parce que les réponses sont tellement phénoménales qu'on ne sait pas. Peut-être oui, parce que dans les syndromes familiaux de Lynch, on veut de toute façon proposer une chirurgie préventive. Mais dans les cas où c'est sporadique, est-ce qu'il faudra les opérer? Oui, non, quel suivi? Est-ce qu'on préfère faire une chirurgie ou bien plutôt des colonoscopies régulièrement? Ça, c'est des choses qu'il faudra bien sûr réfléchir et discuter. En tout cas, l'impact sur la survie globale sera également à confirmer. Enfin, pour le traitement adjuvant, dans la majorité des cas, heureusement, parce que la plupart sont des stades 3 à faible risque, on a pu diminuer la longueur du traitement adjuvant, ce qui nous permet en fait d'avoir la même efficacité, mais d'être moins toxique pour nos patients pour le long terme. Et bien sûr, indépendamment, une diminution des coûts. Dans le cancer métastatique, où est-ce qu'on en est aujourd'hui dans les nouveaux? Alors, je me suis fiée, c'est soit les Européens qui ont publié en janvier 2023, soit l'ASCO, les Américains, en octobre 2022. Un peu d'histoire, juste pour nous recadrer. À l'époque, lorsqu'on faisait des soins de support dans les années 70, on avait une survie moyenne de 4 à 6 mois lorsque j'avais un cancer du côlon métastatique. Et en fait, on est passé dans les années 2000 à 20 mois, puis aujourd'hui on est à 36 mois en médiane, ce qui est énorme en médiane. Qu'est-ce qu'on regarde lorsqu'on diagnostique un cancer métastatique? On se base sur la biologie moléculaire. Est-ce que j'ai des microsatellites? Est-ce qu'il y a des facteurs qui pourraient m'orienter dans le choix du traitement? Le KRAS, NRAS, BRAF, c'est du chinois pour certains, mais pour d'autres, ça semble très clair. Le status HER2, qui va nous permettre aussi de choisir certaines thérapies ciblées. Et puis, quand tout ceci, on a plutôt épuisé, on cherche encore d'autres idées en recherchant d'autres types de molécules ou de signatures moléculaires qui pourraient nous orienter pour d'autres traitements. Ce qui est important, c'est que de l'ordre de 33% des cancers du côlon dits localisés auront à un moment donné des métastases, soit au moment du diagnostic, donc ça veut dire qu'il n'était plus localisé, soit plus tard. Le panel de thérapie qu'un oncologue a, alors bien sûr c'est la chimiothérapie, je vous épargnerai les noms de ces différents médicaments. Il y a des anticorps ou des thérapies ciblées qui ciblent l'angiogenèse, qui est un très joli processus en fait de contrôle de la vascularisation, avec le principe de dire il n'y a pas de vaisseau, il n'y a pas d'oxygène, la cellule tumorale aura de la peine à se reproduire. Il y a des anticorps plus ciblés contre certains facteurs biologiques épithéliaux. Et bien sûr, il y a l'immunothérapie classique, que je disais tout à l'heure, nivolumab, pembrolizumab, ou d'autres thérapies ciblées. Il y avait plusieurs questions que les recommandations de l'ASCO disaient, mais j'aimais bien particulièrement 4 questions, les autres je n'aborderai pas. Pour un patient d'emblée métastatique, qu'est-ce que je proposerais en première ligne? Alors c'est plusieurs facteurs, c'est l'âge du patient, c'est est-ce qu'il serait opérable tout de suite, est-ce qu'il sera opérable dans un deuxième temps, et le désir bien entendu du patient. Donc c'est un équilibre entre les toxicités, la survie et la réponse désirée.
Et globalement, pour une tumeur dite MMS stable, donc sans instabilité des microsatellites, un traitement standard pour quelqu'un que je ne pourrais pas opérer, alors ça sera un traitement d'une bithérapie associé à du bevacizumab, un facteur antiangiogénique. Par contre, si j'espère, soit il est très malade et jeune, soit il est très malade ou peu malade, mais on espère pouvoir l'opérer, mais c'est juste pas suffisant, ou c'est trop tôt, on proposera un traitement plus toxique, mais plus efficace, avec une amélioration du taux de réponse ainsi que de la survie, associé également à l'anticorps. Donc le triplet augmente en fait les chances d'opérabilité de ces patients. Ensuite, la deuxième, c'est qu'est-ce que je fais chez les patients qui ont une maladie métastatique, mais qui sont MSI instables. Et là, pour rejoindre en fait l'étude de niche 1, niche 2, ça a été clairement démontré, est-ce que je donne une chimio ou est-ce que je donne une immunothérapie en première ligne, suite à une étude appelée la Keynote 177, qui était une phase 3. Ils ont comparé l'immunothérapie versus chimio standard, publié dans le New England en 2020, et il a clairement démontré que l'immunothérapie marchait tout aussi bien que la chimio, mais beaucoup moins toxique, avec surtout de longs répondeurs. Et on avait des longs répondeurs de l'ordre de 83% à 2 ans, ce qui est relativement exceptionnel en oncologie métastatique. Il y a d'autres études qui sont en cours, où ils vont essayer des doubles immunothérapies, immunochimio, mais tout ceci est en cours. En tout cas, il semblerait de manière formelle que l'immunothérapie dans ces conditions-là améliorerait non seulement le taux de réponse, mais également la qualité de vie. Ensuite, on entend beaucoup parler colon gauche, colon droit, comment choisir les traitements. Alors, c'était juste pour un petit rappel embryologique, mais vraiment très simple, que le colon droit ne vient pas exactement de la même origine au niveau embryonnaire que le colon gauche. Et ceci peut expliquer en fait la sensibilité ou la susceptibilité de certains de la maladie à certains produits auxquels ils sont soumis. Ainsi, en première ligne, donc ça veut dire que je tombe malade, ma première chimio que je vais proposer, est-ce que je peux proposer le même traitement à tout le monde? Et la réponse est non. Il y aura la biologie moléculaire, il nous faut une voie de signalisation intacte pour avoir déjà le choix entre angiogenèse ou anti-EGFR, dans nos jargons on dit, mais on va également regarder est-ce que c'était un cancer du côlon gauche ou droit pour pouvoir choisir la première ligne. Et ceci a clairement été démontré. Donc quand je suis à gauche et que j'ai aucune mutation, à ce moment-là, je donne plutôt un doublet et des anti-EGFR, tels que le Vectibix cetuximab. Par contre, s'il est muté, c'est de l'Avastin. Ceci est la même chose pour la droite. Par contre, à droite, même si je suis KRAS wild type, sans mutation, on recommanderait d'abord plutôt de l'Avastin. Donc, en résumé, un patient qui n'a jamais été traité d'emblée métastatique non résecable, on peut proposer soit un doublet, soit un triplet. Triplet, ça veut dire 3 produits de chimiothérapie. Les 3 produits de chimiothérapie sont plus toxiques, augmentent le taux de réponse. Et donc, ça veut dire que ça va dépendre du but recherché du traitement. Si par contre, j'ai un déficit en enzyme de réparation de mon ADN, alors c'est clairement l'immunothérapie qui est choisie, non seulement pour le taux de réponse, les longs répondeurs, 83% à 2 ans, et surtout une amélioration de la qualité de vie chez ces patients. En première ligne, qu'est-ce que je proposerais? Alors, ça va dépendre bien sûr de la biologie moléculaire. Il faut que toute la voie de signalisation de la tumeur ne soit pas affectée. Et quand ce n'est pas affecté, il faut également que je regarde est-ce que c'est d'origine droite ou gauche. Enfin, la dernière question qui est toujours un sujet de discussion fréquente entre nous, c'est quand j'ai un patient qui présente des lésions au sein de son péritoine, est-ce que je proposerais une chirurgie? Oui, non. Et avec ou pas une chimiothérapie intrapéritonéale. Là, c'est basé sur une étude française publiée dans Lancet Oncology en 2021, où ils ont posé la question, encore une fois, de la résection complète des lésions du péritoine et du rôle de la CHIP, qui est un sujet de grande controverse, basé non seulement sur le cancer du côlon, le cancer du rectum, mais également dans le cancer de l'ovaire et autres. Ils ont dit que de l'ordre, si on intègre l'introduction à cette étude, c'est que 20% des cancers du côlon ont des lésions dans le péritoine, que pour avoir un impact de la chirurgie, il faut espérer
tout nettoyer chirurgicalement. Si on laisse quelque chose, on peut pas ça n'a pas de valeur thérapeutique. Mais par contre, si j'arrive à tout enlever du point de vue chirurgical, on a des longs survivants de l'ordre de 15%. C'est une étude de phase 3 qui a été multicentrique. Ils ont fait un score où ils comptent le nombre de nodules qu'ils voient dans le ventre en fonction des carrés. Et il faut que ce soit inférieur à 25. Ils font une chimiothérapie, ils opèrent. Et quand ils ont réussi à tout opérer, ils ont proposé CHIP ou observation. La CHIP était à base d'alloxatine. L'objectif primaire, c'était la survie chez tout patient. Ils ont eu 265 patients. Et ce qu'ils ont clairement démontré, je vous ai épargné parce que c'est la fin du talk, toutes les courbes, mais c'est que la survie moyenne avec ou sans CHIP était de 41,7 mois versus de 41,2 mois. Donc d'emblée, une étude clairement négative. Et donc la réponse, faut-il ou pas, ça ma ligne elle a sauté, faut-il ou pas proposer une CHIP après une résection complète d'une carcinose? Sur base de la phase 3, en tout cas, l'ASCO recommande pour le moment aucune CHIP. Merci beaucoup.